Vous allez regarder le film Mandalorian et Grogu et vous êtes plus trop certain de vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les saisons 1, 2 et 3 et dans Book of Boba Fett. Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Et oui, Mandalorian saison 3, c'était quand même il y a déjà 3 ans, alors je pense qu'un gros récap s'impose. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui, on fait un gros récap de tout ce qui s'est passé dans les 3 premières saisons de Mandalorian et même de Book of Boba Fett pour être bien solide sur les appuis avant le film de Mandalorian et Grogu. Il y a beaucoup de choses à dire, on va faire un résumé très complet, c'est parti. Comme toute saison 1 qui se respecte, le début de The Mandalorian nous permet de découvrir ses personnages principaux, à commencer par le fameux Mandalorien du titre. Oui, à ce stade, on ne sait pas encore comment il s'appelle, on s'en parle juste après. Le Mandalorien, ou Mando pour les intimes, est un chasseur de primes qui travaille pour la Guilde. Au début de l'épisode 1, Greef Karga lui donne une mission sur la planète Nevarro. Cette mission le mène jusqu'au repère d'anciens impériaux. Je précise pour ceux qui s'en rappelleraient pas que The Mandalorian se situe après le retour du Jedi, à une période où l'Empire a été défait suite à la destruction de la deuxième étoile de la mort et au décès de l'empereur Palpatine. La Nouvelle République est en place, mais n'a pas une mainmise très puissante dans la bordure extérieure où se déroule la série. C'est donc plus ou moins la loi du plus fort qui règne et les criminels s'en donnent à cœur joie. Revenons donc à cette mission, Mando discute avec un ancien agent impérial, à l'accent charmant, qui lui propose du Beskar, l'acier ancestral mandalorien ultra résistant utilisé pour façonner les armures mandaloriennes. Sa mission, lui ramener une cible dont l'identité est secrète pour l'instant. Seules informations connues sur cette cible, elle a 50 ans et sa localisation. À noter que la mission est de ramener la cible morte ou vive. Mando se met donc en chasse, non sans avoir d'abord fait forger une partie du Beskar par la forgeronne mandalorienne qui travaille sur Nevarro, dans une planque où ses semblables se cachent. C'est là qu'on apprend pour la première fois que Mando était autrefois un orphelin qui a été récupéré par des Mandaloriens. Dans sa quête pour retrouver la fameuse cible, Mando fait la rencontre de Kuiil, un marchand huguenote qui lui apprend à chevaucher un blurg pour se déplacer dans le désert. Une fois arrivé sur site, Mando s'allie à un droïde assassin nommé IG-11 dans le but de mener à bien sa mission. Après une rude fusillade, ils réussissent à trouver la cible. Bien qu'il soit âgé de 50 ans, il s'agit en réalité d'un enfant de l'espèce de Yoda. Quand IG-11 tente de l'exécuter sur place, Mando le tue sur le champ. Fort d'avoir mis la main sur sa cible, Mando retourne dans son vaisseau, le Razor Crest, mais découvre qu'il a été quasiment intégralement démantelé par des Jawa. Une course-poursuite se lance, mais Mando fait les frais d'une arme paralysante. Il s'en retourne auprès de Kuiil, qui lui propose de négocier avec les Jawa pour récupérer son vaisseau désormais en kit. Après négociation, les Jawa demandent à Mando d'aller leur chercher un œuf, mais pas n'importe quel œuf, celui d'un Mudhorn. La tâche se révèle beaucoup plus dangereuse que prévu, et alors que Mando va sans doute y passer, il est sauvé par le bébé qui utilise les pouvoirs télékinétiques de la Force pour faire léviter la bête. Les Jawa heureux avec leur œuf, les morceaux du Razor Crest sont rendus et le vaisseau réparé. Mando peut désormais livrer sa cible au commanditaire de la mission. Lorsque Mando amène l'enfant aux impériaux, ceux-ci ne révèlent pas ce qu'ils comptent faire de lui. Quoi qu'il en soit, Mando est payé et l'enfant est laissé aux mains des impériaux. De retour chez la forgeronne, Mando lui fait fabriquer une armure de Beskar. La panoplie du parfait mandalorien est désormais complète. Cependant, l'armurière le prévient, cette armure coûte extrêmement cher et elle fera nécessairement des envieux. Dans la planque mandalorienne, on en apprend un peu plus sur le credo de ces Mandaloriens. Ils ne doivent retirer leur casque sous aucun prétexte, car telle est la voie. Bien qu'il tente de passer à autre chose, Mando semble incapable d'abandonner le bébé derrière lui. Le Mandalorien décide de retourner le chercher. Sur place, on découvre un laboratoire dans lequel le bébé semble le sujet d'expérimentation. Mando massacre une pelletée de Stormtroopers et quitte les lieux, le bébé sous le bras. Grave erreur, car sur ordre de Greef Karga, l'intégralité des porte-flingues de la ville se met à ses trousses, car il a brisé le code de la Guilde. Et alors que tout semble perdu, Mando est sauvé par les autres Mandaloriens, il peut donc s'échapper avec le bébé. Les Mandaloriens, eux, vont devoir quitter leur planque sur Nevarro après avoir révélé le lieu où ils se cachaient. Dans le Razor Crest, Mando devient rapidement un protecteur paternel pour le bébé. Sachant qu'il est désormais la cible de toute la Guilde, Mando a l'intention de rester caché dans une planète tranquille pendant 1 mois ou 2. Sur la planète Sorgan, il découvre une ancienne Shock Trooper du nom de Cara Dune, et surtout des habitants aux prises avec des bandits qui viennent régulièrement piller leurs récoltes. Le souci, c'est qu'ils sont accompagnés d'un marcheur TSTT. Ensemble, Mando et Cara décident de prendre la situation en main, ils forment les habitants au combat et échafaudent un plan pour se débarrasser du marcheur. Chose faite, les habitants sont désormais en sécurité.
Mando a l'intention de laisser le bébé derrière lui, en sécurité sur Sorgan parmi les autres enfants, mais il est pris pour cible par un chasseur de primes muni d'un sniper. Mando se rend compte que le bébé ne sera jamais en sécurité s'il n'est pas avec lui, ils repartent donc à l'aventure dans l'espace. Mando se rend sur Tatooine, où il compte bien faire réparer le Razor Crest. C'est une mécanicienne du nom de Peli qui va s'en charger, elle est d'ailleurs plus que ravie de jouer les babysitters pour le bébé. Sur place, Mando fait la connaissance d'un jeune chasseur de primes qui compte tuer une certaine Fennec Shand. Mando accepte de l'aider dans sa quête, Fennec Shand se défend très bien, mais finit par être capturé par Mando et son compagnon. Les deux hommes se séparent et Mando laisse le chasseur de primes avec Fennec Shand, qui lui donne l'idée de s'attaquer à Mando puisqu'il est recherché par la guilde. Pris par des idées de grandeur, le jeune chasseur tue Fennec Shand et s'en prend à Peli et le bébé face à Mando qui le tue sans aucune forme de pitié. Laissée pour morte, Fennec Shand est cependant retrouvée par une silhouette inconnue. Pendant ce temps, Mando accepte une nouvelle mission. Il s'agit du braquage d'un vaisseau pénitentiaire de la Nouvelle République. En compagnie de mercenaires, il doit libérer un prisonnier sur le vaisseau. Parmi ces mercenaires, un certain Mayfeld, ancien tireur d'élite de l'Empire. À l'aide du Razor Crest, qui est indétectable par les censeurs de l'Empire et de la Nouvelle République, ils abordent le vaisseau et réussissent à libérer le prisonnier sans trop de difficultés. Le groupe de mercenaires se retourne alors contre Mando et l'emprisonne, mais celui-ci réussit à se sortir de là et leur rend la monnaie de leurs pièces. Tel est emprisonné qui croyait emprisonné. Mando reçoit ensuite une communication de Greef Karga, la planète Nevarro est tombée aux mains des Impériaux et ils comptent bien tout faire pour remettre la main sur leur cible, le bébé que Mando leur a volé. Greef Karga demande à Mando son aide en l'échange de quoi il le réintégrera à la guilde. Mando part alors chercher Cara Dune et Kuiil, qui a d'ailleurs reprogrammé IG-11, non plus pour exécuter le bébé, mais pour le protéger. Sur Nevarro, on découvre pour la première fois le Moff Gideon qui accule nos héros à l'aide d'un peloton de Stormtroopers. Cet ancien agent du Bureau de sécurité impériale est très bien renseigné sur eux tous, notamment sur Mando qui l'appelle par son vrai nom, Din Djarin. Au Razor Crest, Kuiil est tué et le bébé capturé par des éclaireurs. Le bébé est ensuite libéré promptement par IG-11 qui va ensuite mettre le peloton de Stormtroopers à feu et à sang. Din Djarin et Cara tentent une percée, mais ils sont tous finalement repoussés et piégés dans un bâtiment auquel les Impériaux mettent le feu. Fort heureusement, le bébé arrête les flammes à l'aide de la force, le groupe s'échappe ensuite dans les souterrains et découvre que la quasi-intégralité des Mandaloriens ont été tués, reste la forgeronne qui tente de récupérer tout ce qui peut l'être de leurs armures. En lui expliquant que le bébé est doté de la force et de pouvoirs de Jedi, elle donne un nouveau sens à la quête de Mando, il doit le réunir avec les siens. Le groupe s'échappe via une rivière de lave, mais est piégé par des Stormtroopers. IG-11 se sacrifie alors pour permettre au bébé de survivre. Mando, à l'aide d'un jetpack, détruit le chasseur-taille du Moff Gideon. La bataille est remportée, Mando et le bébé peuvent quitter Nevarro avec l'assurance que Din Djarin est de nouveau accepté dans la guilde. Cara Dune compte rester sur la planète avec Greef Karga. Si son vaisseau a été détruit, le Moff Gideon réussit à s'en sortir avec l'aide d'un objet tout à fait particulier, un sabre laser noir, qui sera assez intéressant de revoir par la suite de Mandalorian. Si la pop culture ça t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Sur la chaîne, tu retrouveras beaucoup de vidéos sur l'univers de Game of Thrones notamment. Je vais prochainement faire une critique du film Mandalorian et Grogu, alors abonne-toi et allume la cloche pour ne pas la rater. Dans la saison 2, l'armure de Beskar fait des envieux et Mando doit régulièrement se défendre contre ceux qui voudraient la lui subtiliser. À la recherche d'autres Mandaloriens, il espère qu'ils pourront l'aider à trouver des Jedi à qui il compte confier le bébé. On le prévient qu'un Mandalorien se trouve à Mos Pelgo sur Tatooine. Il découvre alors qu'il s'agit en réalité d'un humain du nom de Cobb Vanth, pas du tout Mandalorien, mais qui a récupéré l'armure d'un certain Boba Fett. Alors évidemment, je vous fais pas l'affront de vous rappeler qui est Boba Fett. Mando organise avec Cobb Vanth, les habitants de Mos Pelgo et des Tusken, une attaque contre un dragon Krayt pour défendre le village. Chose faite, non sans difficulté, après quoi Cobb Vanth lui rend l'armure de Boba Fett. Mando et le bébé prennent la direction de Trask en compagnie d'une passagère et de ses œufs, visiblement très au goût de l'enfant d'ailleurs. Après quelques péripéties, ils arrivent à bon port, mais le Razor Crest est dans un sale état. Sur la planète maritime, ils font la rencontre d'un groupe de Mandaloriens mené par une certaine Bo-Katan. Elle fait partie du clan Kryze et souhaite reprendre la tête de la planète Mandalore. C'est là qu'on apprend que la voie que suit Mando est celle de la Death Watch, credo que ne suivent pas du tout Bo-Katan et ses alliés, puisqu'ils ôtent leur casque sans problème. De son côté, Bo-Katan organise une résistance pour saisir la planète et restaurer un Mandalorien sur le trône, de préférence elle-même bien entendu. Pour cela, elle compte saisir du matériel impérial, Bo-Katan le renseigne cependant sur la localisation d'une Jedi qui pourrait l'aider. Mais avant de s'y rendre, Mando doit à nouveau réparer le Crest.
Pour payer tout ça, il retourne sur Nevarro, où il retrouve Cara Dune, devenu marshal du secteur, et Greef Karga, une ancienne base impériale est de nouveau en état de marche, il faut la mettre hors d'état de nuire. Là-bas, il découvre des corps en suspension dans des cuves de Bacta. C'est là qu'on apprend que le docteur Pershing, qui avait reçu le bébé plus tôt dans la série, faisait des expérimentations sur son sang, mais ça n'a pas abouti. Contre l'avis de ses supérieurs, il avait arrêté de récupérer son sang pour éviter de le tuer, et privés de leur donneur, les impériaux veulent remettre la main dessus pour poursuivre leurs expérimentations. En quittant la base, Mando et les autres la font exploser. On découvre par la suite que le Moff Gideon a fait installer une balise pour traquer le Razor Crest. Ahsoka Tano, l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker durant la guerre des clones, se trouve sur la planète Corvus. Elle souhaite libérer la population de Calodan du joug tyrannique d'une impériale anciennement dirigée par le grand amiral Thrawn. Elle demande son aide à Mando, qui la lui donne, mais avant cela, Ahsoka communie avec le bébé et livre enfin son véritable nom. Il s'appelle Grogu et a été élevé dans un temple Jedi sur Coruscant. On peut d'ailleurs découvrir un morceau de ses souvenirs lors de l'exécution des Jedi au temple. Grogu avait alors été caché à la fin de la guerre des clones. Ahsoka évalue brièvement les capacités de Grogu mais ne souhaite pas le former elle-même. L'attachement de Grogu à Mando est trop fort et pourrait le mener vers la peur et la colère, deux sentiments qu'elle ne connaît que trop bien, car elle a vu les ravages qu'ils avaient pu faire à son maître Anakin. Elle lui propose cependant de se rendre sur Tython, où se trouvent des ruines d'un temple lié à la Force. C'est là que Grogu pourra choisir sa voie. Sur Tython, Grogu est donc placé sur les ruines du temple et entre dans un état de méditation profond. Pendant ce temps, Mando retrouve Fennec Shand et découvre Boba Fett qui lui réclame son armure. Ils sont bien vite attaqués par un peloton d'impériaux qui cherchent à capturer Grogu. Une frappe orbitale ordonnée par le croiseur de Moff Gideon détruit le Razor Crest et les Dark Troopers saisissent Grogu. Dans une cellule du croiseur, Grogu est menotté et va être à nouveau utilisé comme donneur de sang. N'ayant aucun moyen de retrouver le croiseur de Gideon, Mando, Fennec et Boba Fett se tournent vers Mayfeld, cet ex-agent de l'Empire qu'ils libèrent pour qu'il les aide à retrouver le ravisseur de Grogu. C'est via un terminal impérial sur la planète Morak qu'ils trouveront leur information. Mayfeld et Mando s'infiltrent dans la base, vêtus d'armure de trooper, mais lorsque Mando atteint le terminal, il doit scanner son visage pour valider la demande. Contre toute attente et contre les préceptes du credo, il retire son casque pour obtenir la localisation du croiseur. Il s'enfuit ensuite en détruisant la base. Mando envoie ensuite un message à Gideon. Mando compte sur l'aide de Fennec, Boba Fett, mais aussi de Bo-Katan et de son groupe. Bo-Katan accepte si elle obtient le sabre noir en la possession de Gideon. La petite troupe aborde le croiseur, Mando libère Grogu, tandis que les autres saisissent le centre de commandement. Mando est attaqué par Moff Gideon, qu'il bat avant de récupérer son sabre, et lorsqu'il retrouve les autres, Bo-Katan découvre qu'il a le sabre noir en sa possession, mais Mando n'en veut pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, le sabre doit être gagné au combat. Les Dark Troopers piègent le groupe dans la salle de commande et au moment où tout semble perdu, un X-Wing arrive sur place et une silhouette encapuchonnée armée d'un sabre laser les défait tous un à un. On découvre qu'il s'agit de Luke Skywalker qui répondait à l'appel de Grogu lors de son signal sur les ruines de Tython. Luke accepte de le former et de le protéger, Mando accepte de le laisser aller avec lui, Din Djarin fait alors ses adieux à Grogu, enlevant pour la première fois son casque face à lui. Plus tard, Mando se met à la recherche de la nouvelle planque des Mandaloriens. Sur une station spatiale, il retrouve l'armurière de Nevarro et Paz Vizsla. Il découvre qu'il est en possession du sabre noir, symbole de Mandalore. Il se trouve d'ailleurs que le sabre a été forgé par Tar Vizsla, ancêtre de Paz, qui était à la fois Mandalorien et Jedi. On en apprend un peu plus sur Bo-Katan et son histoire du point de vue de la forgeronne. Selon elle, c'est parce que le clan Kryze ne suivait pas les préceptes du credo que Mandalore a été perdue et en partie détruite lors de la Grande Purge et la nuit des 1000 larmes de sang. Mando s'entraîne avec la forgeronne à manier le sabre, mais celui-ci est plus lourd à chaque mouvement. Paz Vizsla tente de le récupérer en provoquant Din Djarin en duel. Mando s'en sort, mais il annonce à ses comparses qu'il a retiré son casque. S'il veut réparer ses transgressions, Mando devra se rendre sur Mandalore dans les eaux sous les mines de la planète. Sur Tatooine, Peli propose à Mando de lui créer un nouveau vaisseau pour remplacer le Razor Crest détruit. Elle customise alors un chasseur N1 de Naboo, indétectable par l'Empire ou la Nouvelle République. Fennec Shand, qui a survécu au coup mortel qui lui avait été porté, appelle Mando à l'aide. Celui-ci accepte mais doit d'abord aller voir Grogu.
Sur la planète où se trouvent Grogu et Luke Skywalker, Mando retrouve également Ahsoka, qui lui déconseille d'entrer à nouveau en contact avec l'enfant. Il accepte à contre-cœur, mais lui dépose tout de même une côte de maille en Beskar qu'il a fait forger rien que pour lui. On peut voir Luke former Grogu, qui est de plus en plus à l'aise dans ses entraînements. Le maître lui donne cependant un choix entre un sabre laser, celui de Maître Yoda, ou la côte de maille que Mando lui a déposée. De ce choix dépendra s'il sera formé en tant que Jedi ou non, ou bien s'il retournera auprès de Mando. Mando retourne à Tatooine et débute son aide à Boba Fett, qui est aux prises avec le syndicat des Pike, qui cherche à faire main basse sur la planète. La bataille pour Mos Espa commence, menée par Boba Fett et ses troupes. Même lorsque la situation devient difficile, Mando ne souhaite pas l'abandonner. Grogu, quant à lui, arrive sur Tatooine à l'aide d'un X-Wing piloté par R2-D2. Les retrouvailles doivent être remises à plus tard, car Mos Espa est mise à feu et à sang par 2 énormes droïdes blindés. Avec l'aide de Grogu, mais aussi d'un Rancor, Boba Fett et Mando réussissent à l'emporter. La dernière fois qu'on les a vus dans Book of Boba Fett, Mando et Grogu quittaient donc Tatooine dans leur nouveau vaisseau vers de nouvelles aventures. Avant de passer au récap de la saison 3, dis-moi quelle est ta scène préférée dans la série Mandalorian, ça m'intéresse, et puis tant que t'y es, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça aide vraiment la vidéo. Dans la saison 3, Mando a un gros problème à résoudre. Depuis qu'il a retiré son casque, il n'est plus considéré comme Mandalorien par les membres de la Death Watch, son clan. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est se racheter. Mais pour ça, il va devoir réaliser ce qui semble impossible, se baigner dans les eaux vivantes de Mandalore, la planète d'origine des Mandaloriens qui a été contaminée depuis la Purge. Et vu que la surface de la planète a été vitrifiée par l'Empire, les eaux vivantes ne sont plus accessibles. Mais vous croyez que ça va arrêter Din Djarin? C'est bien mal le connaître, évidemment. Avant de se rendre sur Mandalore, Din Djarin va voir Bo-Katan Kryze, la chef des Mandaloriens, qui se trouve sur la planète Kalevala. On l'y trouve seule et désœuvrée après le départ de ses troupes. En effet, sans le sabre noir symbole de l'autorité à Mandalore, les Mandaloriens l'ont quitté. Pour rappel, c'est Din Djarin qui est en possession du sabre noir, même s'il a du mal à l'utiliser. Bo-Katan lui indique que la planète Mandalore n'est pas du tout contaminée, mais qu'il sera difficile pour lui de se rendre aux eaux vivantes, bien qu'elle ne l'accompagne pas, elle lui explique où les trouver. Sur la surface de Mandalore, Din Djarin comprend que Bo-Katan avait raison. L'espoir renaît. Si la planète n'est pas maudite, peut-être que les eaux vivantes sont encore accessibles elles aussi. Mais dans son exploration, Din Djarin est capturé et privé du sabre noir par une drôle de créature, mi-vivante, mi-robotisée. Grogu part chercher Bo-Katan pour sauver le Mandalorien, et Kryze se défait du ravisseur de Din Djarin avec l'aide du sabre noir qu'elle rend ensuite à Mando. Bo-Katan l'accompagne aux eaux vivantes où Din Djarin se plonge et renouvelle ses vœux de respecter la voie de Mandalore et donc de ne jamais retirer son casque. C'est à ce moment-là qu'il tombe à pic dans les eaux sombres, Bo-Katan plonge alors à sa poursuite et découvre ce qui se cache sous la surface. Un mythosaure. Cette créature symbole de Mandalore qui, selon la légende, introduit une nouvelle ère pour la planète. C'est un signe et pas n'importe lequel. De son côté, Din Djarin est sauvé, Bo-Katan, quant à elle, se pose des questions sur ce signe du mythosaure. Se pourrait-il que l'espoir renaisse pour Mandalore? Mais lorsque Din et Bo-Katan retournent sur Kalevala, ils sont attaqués par un essaim de chasseurs-taille et le château est bombardé. Mais d'où viennent tous ces ex-impériaux? Ils n'ont pas vraiment l'occasion de trop s'attarder sur la question car il faut fuir. Din Djarin emmène Bo-Katan au refuge des Mandaloriens où il annonce s'être baigné dans les eaux vivantes de Mandalore. Bo-Katan l'appuie dans sa démarche, mais c'est surtout la fiole qu'il a extraite des eaux qui atteste de ses paroles. Face au clan de la Death Watch, l'armurière déclare que Din Djarin est réhabilité et suit de nouveau la voie. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est également le cas de Bo-Katan, qui elle aussi s'est baignée dans les eaux et n'a pas retiré son casque depuis. Les Mandaloriens accueillent donc Din et Bo-Katan dans leur rang avec fierté. Tous, sauf Paz Vizsla, qui, on le rappelle, n'aime pas trop Din Djarin. Mais dans le courant de la saison 3, Vizsla aura l'occasion de changer d'avis sur Din Djarin et sur Bo-Katan, car lors de leur passage au refuge mandalorien, un apprenti mandalorien est capturé par un raptor, gigantesque créature ailée qui compte bien nourrir ses enfants. C'est Bo-Katan et Din Djarin qui mènent l'expédition pour aller le récupérer avec l'aide de Paz Vizsla et d'autres Mandaloriens. Entre-temps, Grogu est resté au refuge en compagnie de l'armurière qui lui a forgé une nouvelle pièce d'armure. La séquence nous donne l'occasion d'être témoin d'un flashback de l'ancienne vie de Grogu, et on découvre que Grogu était padawan au temple Jedi de Coruscant lorsque celui-ci a été attaqué durant l'Ordre 66 qui a initié la purge des Jedi sous l'impulsion de Palpatine. Escorté par des Jedi qui ont donné leur vie pour lui, Grogu a réussi à fuir Coruscant grâce à un maître Jedi du nom de Kelleran Beq. On n'en saura malheureusement pas plus sur le passé de Grogu car Din Djarin et Bo-Katan reviennent victorieux au refuge en compagnie des autres Mandaloriens et surtout de Ragnar, l'apprenti Mandalorien capturé, qui n'est autre en réalité que le fils adoptif de Paz Vizsla.
Le rival de Din Djarin le remercie donc personnellement et change d'avis sur lui et Bo-Katan. Durant l'expédition, Bo-Katan a perdu une épaulière. Elle demande donc à l'armurière de lui en forger une autre, mais pas avec n'importe quel symbole frappé dessus. Là où on aurait pu s'attendre à ce qu'elle demande le symbole des Night Owls, son clan, Bo-Katan demande en réalité le symbole du mythosaure, et explique à l'armurière qu'elle en a vu un en vrai. Voilà qui pique l'intérêt de l'armurière, qui va se mettre à réfléchir à un plan, mais elle n'en parle pas encore à Bo-Katan. Pendant ce temps, la planète Nevarro fait face à des menaces de la part des pirates de l'espace menés par Gorian Shard. Greef Karga appelle à l'aide la Nouvelle République, mais le commandant Carson Teva se heurte à l'attentisme de la bureaucratie. Il se rend donc auprès du refuge des Mandaloriens et informe Mando que son ami Greef a besoin d'aide. Problème, les Mandaloriens doivent désormais changer de refuge, puisque Teva et donc la Nouvelle République savent désormais où ils se trouvent. Din Djarin a une idée. Si les Mandaloriens aident à libérer Nevarro, ils pourraient s'installer sur Nevarro et enfin arrêter de fuir et de se cacher. C'est donc avec une motivation certaine que les Mandaloriens se lancent dans une vaste opération de libération de Nevarro. Alors que Bo-Katan et Din Djarin s'attaquent aux croiseurs pirates dans les airs, un commando de Mandaloriens prend la ville d'assaut. Les pirates sont vite dépassés sur Terre, et le croiseur est détruit après des manœuvres malines de la part de Bo-Katan et de Din Djarin. Nevarro est donc libéré, et Greef Karga se montre reconnaissant. Il invite les Mandaloriens à s'installer sur Nevarro. Sur la planète, l'armurière annonce son plan à Bo-Katan. Grâce à l'apparition du mythosaure, elle la croit capable de mener tous les Mandaloriens dans une nouvelle ère. Bo-Katan peut donc retirer son casque et s'adresser aussi bien à la Death Watch comme aux autres Mandaloriens qui ne suivent pas la voie. Pour l'armurière, l'objectif est clair. Bo-Katan doit devenir la meneuse de tous les Mandaloriens pour reconquérir Mandalore. Lors d'une expédition de reconnaissance dans l'espace, Carson Teva trouve une navette détruite. C'est celle qui devait transférer Moff Gideon jusqu'au tribunal. Or, il se rend bien compte que celle-ci a été attaquée et que Gideon en a été extrait. Sur place, il trouve d'ailleurs des traces d'alliage Beskar, ce qui semble lui indiquer que ce sont des Mandaloriens qui l'auraient libéré. Le mystère s'épaissit. Pour Bo-Katan, il faut désormais retrouver ses anciennes troupes. Il se trouve qu'elles sont maintenant dirigées par Axe Woves, mais elles servent le gouvernement de la planète Plazir 15 en tant que mercenaires. Je vous passe la péripétie qui consiste à aider la planète dans une histoire de droïdes déréglés avant de pouvoir parler à Axe Woves. En tout cas, une fois arrivé face à Woves, Bo-Katan le provoque en duel et le soumet, mais ce n'est pas suffisant pour lui cependant, car Bo-Katan n'est toujours pas maîtresse du sabre noir, symbole du dirigeant de Mandalore. C'est là que Din Djarin explique que Bo-Katan est la véritable détentrice du sabre noir. Et oui, au tout début de la saison, Din Djarin a été dépossédé du sabre noir par la créature mi-vivante, mi-mécanique dont je vous parlais tout à l'heure. Et rappelez-vous, Bo-Katan a battu cette créature. En d'autres termes, elle a donc battu la créature qui avait battu le détenteur du sabre noir, ce qui fait d'elle la propriétaire légitime du sabre noir. Din Djarin lui donne donc l'arme et lui jure de l'aider. Bo-Katan a donc retrouvé à la fois le sabre noir et l'intégralité de ses anciennes troupes mandaloriennes, mais aussi tous leurs vaisseaux spatiaux. Il faut donc désormais réunir tous les Mandaloriens. Et ce ne sera pas une mince affaire. La série nous confirme enfin que Moff Gideon est effectivement de retour et qu'il a encore des contacts avec l'extérieur, notamment avec Elia Kane qui se trouve sur Coruscant dans le programme de réhabilitation de la Nouvelle République. Elle se fait passer pour une ancienne impériale repentie en quête d'amnistie, alors qu'en réalité elle poursuit un sinistre dessein, celui de donner des informations à Moff Gideon depuis l'intérieur de l'administration républicaine. Elle en profite même pour lobotomiser le Dr Pershing, qui souhaitait reprendre ses recherches sur le clonage depuis Coruscant. Bref, Moff Gideon est de retour, et les ex-impériaux organisent ce qu'ils appellent le Conseil de l'Ombre. Comprenez que c'est une organisation d'anciens commandants impériaux qui se prépare en vue du retour du Grand Amiral Thrawn, un personnage qu'on verra surtout dans la série Ahsoka, mais qui nous intéresse peu pour Mandalorian. Gideon, de son côté, a des idées bien précises et demande aux autres chefs de guerre de lui prêter main forte, car il est persuadé que les Mandaloriens vont tenter de reconquérir leur planète. Et c'est effectivement le plan de Bo-Katan. Mais d'abord, elle doit faire en sorte que les différents clans mandaloriens s'acceptent les uns les autres, et ce n'est pas une mince affaire comme je vous le disais, mais petit à petit, le projet de reconquérir leur patrie finit par les convaincre. Avant de partir, Greef Karga livre à Mando le droïde IG-11 plus ou moins réparé par des mécaniciens Anzellan. Il a été privé de sa puce mémorielle et n'est donc qu'une coquille vide, mais transportera Grogu sans mal, ce qui permettra au petit de mieux tenir la distance aux côtés de Mando.
La flotte mandalorienne de Bo-Katan se rend alors sur Mandalore et prépare son expédition. Un contingent va d'abord sécuriser la surface avant que les vaisseaux n'atterrissent. Sur place, Bo-Katan et ses troupes trouvent des survivants de la purge qui les aident à retrouver le quartier de la Grande Forge. Mais le voyage n'est pas sans encombre puisque les tensions entre les deux clans de Mandaloriens sont palpables, notamment entre Axe Woves et Paz Vizsla qui en viennent aux mains avant que Grogu ne les sépare. Alors que le groupe s'enfonce dans une caverne, ils sont accueillis par des troupes volant en jetpack. Alors d'abord, ils sont persuadés qu'il s'agit d'autres survivants mandaloriens, mais ils découvrent bien vite qu'il s'agit en réalité de troopers impériaux équipés d'armures en Beskar. Que font-ils ici? Pourquoi sont-ils équipés de la sorte? Les questions attendront car le combat s'engage et sera violent. Bien vite, Din Djarin et Bo-Katan découvrent que les impériaux ont édifié une base d'opération dans une faille de la planète Mandalore et qu'ils sont extrêmement nombreux et très bien équipés. Croyant être victorieux, le groupe de Mandaloriens est pris au piège tandis que Din Djarin est seul et désarmé. C'est le moment que choisit Moff Gideon pour se révéler. Équipé d'une armure motorisée en Beskar noir, il est devenu surpuissant. Gideon explique qu'il a créé la nouvelle armure des Dark Troopers avec un alliage de Beskar et qu'il va utiliser les forces combinées des Mandaloriens, des cloneurs et des Jedi pour créer sa propre armée qui va rétablir l'ordre dans la galaxie. Mais avant ça, il lance sa flotte pour détruire les Mandaloriens restés en orbite. Din Djarin, quant à lui, est capturé et exfiltré. Axe Woves tente d'aller prévenir la flotte qu'ils vont tomber dans un piège pendant que Bo-Katan et les autres décident de se battre, mais les impériaux sont trop nombreux. Paz Vizsla décide alors de rester pour couvrir leur retraite, et si le combattant mandalorien réussit à se défaire d'énormément de troopers, il n'est pas de taille à faire face à 3 gardes prétoriens. Ainsi se sacrifie donc Paz Vizsla, rival puis allié de la cause de Din Djarin. Paz Vizsla donne sa vie pour que les autres mandaloriens puissent vivre et donner vie au rêve de reconquérir Mandalore. Axe Woves réussit à prévenir la flotte des Mandaloriens et suit les ordres de Bo-Katan, évacuer et laisser le croiseur comme cible des tailles de Moff Gideon. L'objectif est de ne perdre aucun Mandalorien dans la manœuvre. Les Mandaloriens débarquent alors sur la surface de Mandalore et une bataille à grande échelle s'engage face aux troopers de Moff Gideon. La bataille est âpre et mortelle des deux côtés. Capturé, Din Djarin doit être amené à Moff Gideon, mais c'est sans compter sur Grogu qui le libère. Ensemble, ils découvrent une salle où des clones de Moff Gideon mûrissent dans des cuves. Ce sont eux qui doivent former la fameuse armée parfaite dont rêve Moff Gideon, mais Din Djarin sabote le dispositif. Peu après, Moff Gideon confronte Mando tandis que Grogu fait face aux 3 gardes prétoriens. Un duel s'engage, mais Din Djarin n'a pas les moyens de faire face à la force surhumaine que lui donne son armure. Et là, au moment où tout semble perdu, Bo-Katan débarque et prend le relais. Tandis que Din Djarin aide Grogu à se défaire des gardes prétoriens, elle affronte Moff Gideon à l'aide du sabre noir. Mais Gideon réussit à détruire l'arme. Mando arrive pour lui prêter main forte, mais il est trop tard, car la base impériale va s'effondrer. En effet, Axe Woves dirige le croiseur mandalorien détruit droit sur la faille avec pour but de détruire la base impériale. Problème, Din Djarin, Bo-Katan, Grogu et Moff Gideon sont toujours sur place. Et alors que Moff Gideon est baigné dans les flammes, Grogu utilise la force et protège Mando et Bo-Katan d'un bouclier qui les englobe et leur évite la mort. Plus tard, les Mandaloriens organisent une cérémonie dans les eaux vivantes de Mandalore pour accueillir en leur sein de nouveaux apprentis. Din Djarin apporte Grogu et demande à ce qu'il rejoigne les rangs des apprentis. L'armurière lui dit que ce n'est pas possible, car il n'a pas de parents pour l'autoriser à suivre la voie sur place. C'est là que Din Djarin prend une décision capitale. Il annonce qu'il veut adopter Grogu, ce qui lui permettra de devenir apprenti. L'armurière accepte car telle est la voie. Grogu sera donc désormais connu pour les Mandaloriens sous le nom de Din Grogu. Son apprentissage peut commencer. Il doit donc quitter Mandalore et apprendre tout ce qui fera de lui un Mandalorien auprès de Din Djarin. Peu après, les Mandaloriens sont témoins de la réouverture de la Grande Forge de Mandalore, symbole que le peuple a effectivement reconquis sa mère patrie sous l'impulsion de Bo-Katan avec le concours des clans mandaloriens réunifiés. Din Djarin, de son côté, reprend la route avec Grogu et ils vont d'abord sur la base Adelphi de la Nouvelle République où Mando a une demande à faire à Carson Teva. Il veut travailler pour la Nouvelle République en tant que mercenaire indépendant. Son objectif, s'occuper des ex-impériaux. Il remarque d'ailleurs la tête de droïde assassin IG dans la base et repart avec. Sur Nevarro, Din Djarin fait don à Greef Karga et la population de leur nouveau marshal, un IG-11 en pleine possession de ses moyens, qui va donc s'occuper de protéger la zone. En remerciement, Greef Karga donne à Din Djarin une concession sur une cabine en bordure de Nevarro. Et c'est là que se terminait la saison 3 de Mandalorian, avec Din Djarin tranquillement posé devant sa maison, tandis que Grogu manipulait la force sur des grenouilles. Mando est désormais le père adoptif de Grogu, et en charge de son apprentissage de Mandalorien. En tant que chasseur de primes, il ne compte plus prendre n'importe quel contrat pour éviter les missions trop dangereuses pour Grogu,
Il est donc à l'écoute des demandes de Carson Teva, qui pourra avoir besoin de lui pour se défaire de menaces impériales dans la bordure extérieure. C'est donc dans ce contexte précis que le film Mandalorian et Grogu démarre au cinéma. Voilà donc pour ce gros récap des saisons 1, 2 et 3 de The Mandalorian, ainsi que la saison 1 de Book of Boba Fett. Est-ce que vous vous souveniez de tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a aidé, je vous encourage à la partager avec vos proches qui pourraient en avoir besoin. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner pour aider la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous.